Certaines erreurs coûtent peu, d'autres coûtent tout. Pour un milliardaire impitoyable habitué au pouvoir absolu, l'erreur fut de sous-estimer la serveuse qui s'occupait de sa table. Une insulte désinvolte et cruelle sur son accent, destinée à amuser ses amis et à affirmer sa domination, fut le déclencheur. Il n'aurait pas pu savoir qui elle était vraiment. Il n'aurait pas pu connaître la promesse secrète qui la liait directement au seul fantôme de son passé. Un fantôme auquel il ne pourrait jamais échapper. Voici l'histoire de comment 10 mots discrets ont déclenché une tempête de feu, prouvant que la dignité d'une personne peut être un atout bien plus précieux qu'un empire de 10 milliards d'euros. Le restaurant s'appelait l'Orangerie, un nom qui évoquait le même or du vieux monde que les dorures de ses plafonds voûtés. C'était moins un endroit pour manger qu'un théâtre de la richesse, où les conversations se tenaient à voix basse et assurée, et où le cliquetis des couverts sur la porcelaine était une délicate partition de percussion. Pour les clients, c'était une évasion. Pour le personnel, c'était la cage dorée. Élise Dubois connaissait la cage mieux que personne. 5 soirs par semaine, elle enfilait l'uniforme noir impeccable, nouait ses cheveux sombres et ondulés en un chignon sévère mais élégant, et se transformait. Elle devenait un fantôme au service parfait, ses mouvements économiques et gracieux, sa présence ressentie mais jamais intrusive. Ses collègues, un mélange d'acteurs en herbe, d'étudiants et de serveurs de carrière, admiraient son calme imperturbable. Ils prenaient son silence pour de la timidité, sa concentration pour de la soumission. Ils avaient tort. Son calme était un bouclier forgé dans une vie qu'elle avait laissée derrière elle dans un petit village ensoleillé de Provence. Son accent, une douce inflexion mélodique qui arrondissait les angles aigus du français parisien, était le dernier vestige de cette vie. Une vie de couleurs vibrantes, de l'odeur des champs de lavande et des mains chaudes et calleuses de son grand-père, un maître artisan qui restaurait des œuvres d'art de la Renaissance. Il lui avait appris que la patience et une main sûre pouvaient réparer n'importe quelle fissure, révéler n'importe quelle beauté cachée. C'était une leçon qu'elle appliquait aux toiles et à la vie. Elle était à Paris pour suivre ses traces, étudiant la conservation d'œuvres d'art à la prestigieuse école du Louvre. L'Orangerie, avec ses prix exorbitants et sa clientèle généreuse, bien que souvent condescendante, était le seul moyen pour elle de se payer la vie parisienne et les frais de scolarité spécialisés. Elle endurait les longues heures, les pieds endoloris et les clients parfois arrogants en disséquant mentalement le décor opulent du restaurant, les coups de pinceau imparfaits sur une réplique de paysage, la dorure bon marché se faisant passer pour de l'or. C'était son jeu privé et provocateur. Ce soir-là était différent. Une tension palpable crépitait dans l'air, plus épaisse que l'arôme de la truffe et du vin vieilli. La source en était une réservation pour 4 personnes à 20 heures au nom de Legrand. Damien Legrand. Ce nom était un séisme dans le monde de la finance. Un titan du capital investissement. Legrand n'était pas de la vieille fortune. Il était une tempête d'argent neuf, forgé dans les feux d'OPA hostiles et de démantèlement d'actifs impitoyables. Il achetait des entreprises familiales appréciées, les vidait de leur substance pour le profit et vendait les carcasses creuses, laissant des communautés et des carrières en ruine. Sa photo était régulièrement en couverture des magazines financiers. Costume impeccable, mâchoire plus acérée encore, et des yeux qui ressemblaient à des éclats de glace polaire. Il était célèbre pour son intolérance à l'incompétence et possédait un tempérament qui était devenu une légende dans le monde de l'entreprise. Le directeur, M. Durand, un homme dont l'état naturel était une panique de bas grade, avait rassemblé le personnel du soir pour un briefing avant le service qui ressemblait plus à un discours d'avant-bataille. « Écoutez-moi tous », avait-il dit en se tordant les mains. La table de M. Legrand est dans la section d'Élise. Table 12, la meilleure vue. Je veux un service impeccable. Pas seulement bon, pas seulement excellent, impeccable. Pas de retard, pas d'erreur. Les verres d'eau ne descendent jamais en dessous de la moitié. Les corbeilles à pain sont toujours remplies. Élise, dit-il en se tournant vers elle, vous êtes ma meilleure employée. Vous êtes calme sous la pression. Mais avec lui, soyez simplement invisible. Anticipez ce qu'il veut avant même qu'il ne le sache. Et quoi que vous fassiez, n'engagez pas la conversation à moins d'y être directement invité. Élise avait simplement hoché la tête, son expression indéchiffrable. Elle avait déjà eu affaire à des hommes difficiles, des hommes arrogants qui pensaient que leur argent leur donnait la propriété de l'espace qui les entourait, y compris les personnes qui s'y trouvaient. Damien Legrand ne serait pas différent, juste une version plus chère et plus dangereuse du même archétype éculé. À 20 heures précises, il arriva. Il n'entra pas dans l'Orangerie. Il la conquit. Le brouhaha ambiant de la salle sembla baisser d'un ton alors qu'il entrait, flanqué de 2 hommes plus jeunes en costume lisse identique et d'une femme dans une robe rouge si moulante qu'elle ressemblait à une seconde peau. Legrand lui-même portait un costume anthracite, si parfaitement taillé qu'il semblait moins un vêtement qu'une seconde peau, plus formidable encore. Il était plus grand que sa photo ne le laissait supposer, et sa présence aspirait l'air de la pièce.
Élise observa depuis son poste tandis que Durand, faisant pratiquement des génuflexions, les conduisait à la table 12. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer, ramassa 4 menus et une carafe d'eau en argent, et commença la longue marche sur le sol en marbre. Le son de ses chaussures noires polies et raisonnables semblait assourdissant à ses propres oreilles. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix basse et égale en s'approchant de la table. « Bienvenue à l'orangerie. Puis-je vous servir de l'eau pour commencer ? Nous avons de l'eau plate ou pétillante. » Damien Legrand ne la regarda même pas. Il faisait défiler quelque chose sur son téléphone, un sourcil légèrement haussé d'agacement face à l'interruption. L'un des hommes plus jeunes, un sycophante nommé Kevin, répondit pour lui. « De l'eau plate pour Monsieur Legrand. Le reste d'entre nous prendra de la pétillante. » Élise se déplaça avec une efficacité bien rodée, versant d'abord l'eau plate dans le verre de Legrand. Alors qu'elle se penchait, une seule goutte de condensation errante de la carafe froide glissa le long de l'argent et atterrit silencieusement sur la nappe blanche immaculée, une minuscule tache sombre à moins de 30 cm de la main de Legrand. Ce n'était rien, 1 millimètre d'humidité qui s'évaporerait en quelques minutes. Personne d'autre ne le remarqua, mais Damien Legrand remarquait tout. Ses yeux, froids et vifs, passèrent de son téléphone à la nappe, puis lentement, avec dédain, jusqu'au visage d'Élise. Il ne parla pas. Il soutint simplement son regard un instant, une expression d'un mépris si profond sur son visage que c'était comme un coup physique. Puis il retourna à son téléphone, un petit sourire dédaigneux jouant sur ses lèvres, un renvoi clair. Elle était moins que rien. Élise sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou, mais son expression resta un masque de neutralité professionnelle. Elle finit de verser l'eau pour les autres invités, sa main aussi stable que celle d'un chirurgien. « Je reviendrai dans un instant pour prendre vos commandes de boissons », dit-elle à la table en général, sa voix inchangée. Alors qu'elle se tournait pour s'éloigner, elle entendit la voix de Legrand pour la première fois. C'était un baryton grave et rocailleux, dégoulinant de condescendance. Il ne s'adressait pas à elle, mais à ses compagnons, assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. « Vous vous rendez compte du service dans cet endroit ? On paie une fortune, et ils ne peuvent même pas embaucher des gens capables de manipuler une carafe d'eau. » Il marqua une pause pour les faits, ou de parler correctement la langue. La femme en rouge gloussa. Kevin le sycophante intervint. « C'est cet accent, monsieur. Difficile de comprendre ce qu'elle dit. On dirait qu'elle vient de débarquer de sa province. » L'insulte flotta dans l'air, laide et acérée. Il ne s'agissait pas seulement de la goutte d'eau. Il s'agissait de son origine, de sa voix, de son être même. Toutes les têtes aux alentours se tournèrent discrètement. Monsieur Durand, observant de l'autre côté de la pièce, semblait sur le point d'avoir une rupture d'anévrisme. Il commença à se diriger vers la table, prêt à s'excuser, à ramper, à leur offrir n'importe quoi. Élise s'arrêta. Elle sentit le sang quitter son visage, remplacé par un calme glacial. Le bouclier qu'elle avait si soigneusement entretenu pendant des années ne se fissura pas seulement, il se vaporisa. Les années d'endurance silencieuse, de fierté ravalée, de sourire face aux cruautés désinvoltes, tout cela fusionna en un seul point de clarté incandescente. Les paroles de son grand-père résonnèrent dans son esprit, non pas sur la réparation des fissures, mais sur la reconnaissance de la pourriture. Elle se retourna lentement. Son dos était droit, son menton haut. Elle regarda directement Damien Legrand, qui daigna enfin lui accorder toute son attention, une lueur cruelle et amusée dans les yeux. Il appréciait cela. Il attendait qu'elle s'effondre, qu'elle s'excuse, qu'elle pleure. Il attendait qu'elle lui donne raison. La salle entière retenait son souffle. Le cliquetis des couverts avait cessé. Les conversations feutrées s'étaient tues. Il n'y avait que le faible bourdonnement de la climatisation et les battements du cœur d'Élise. Elle rencontra son regard glacial avec le sien, qui n'était soudainement plus celui d'une serveuse timide, mais de quelqu'un qui avait vu des empires naître et s'effondrer sur des toiles, qui comprenait la nature éternelle de la dignité et la nature éphémère et corrosive de l'arrogance. Sa voix, quand elle parla, n'était pas forte. Elle était parfaitement claire, dénuée de tout tremblement, et porta à travers la salle silencieuse. L'inflexion mélodique de son accent était toujours là, mais maintenant elle sonnait moins comme une faiblesse et plus comme les notes délibérées d'une cloche. « Monsieur Legrand, » dit-elle, son ton égal et formel. « Votre père m'a appris de meilleures manières que cela. » 10 mots. Ils atterrirent dans le silence de mort de la pièce, comme 10 pierres jetées dans un lac gelé. Le silence qui suivit les paroles d'Élise était différent de celui qui l'avait précédé. Le premier était un silence d'anticipation. Celui-ci était un silence de choc pur et total. C'était comme si elle avait dégoupillé une grenade et l'avait fait rouler au centre de la table. Le sourire narquois de Damien Legrand disparut, effacé de son visage comme par un coup physique. Ses yeux,
quelques instants auparavant remplis d'un amusement cruel, s'écarquillèrent de manière presque imperceptible. La glace polaire se fissura, révélant une lueur de quelque chose de totalement étranger à sa personnalité publique, la confusion. Sa mâchoire, habituellement serrée en une ligne de certitude arrogante, se détendit. Ses invités étaient tout aussi stupéfaits. La bouche de Kevin pendait légèrement, son sourire sycophante figé. La femme en rouge regardait d'Élisa Legrand, et vice-versa, le front plissé. Il ne comprenait pas vraiment les mots, mais il comprenait les faits. La dynamique du pouvoir à la table, si fermement établie quelques instants plus tôt, avait été anéantie. Monsieur Durand, qui se précipitait pour intervenir, s'arrêta net à environ 3 mètres de distance. Son visage, déjà pâle, prit une couleur de cendre. Il regarda Élise avec une nouvelle sorte d'horreur. Elle n'avait pas seulement enfreint sa règle principale, ne pas engager la conversation. Elle l'avait pulvérisée à coups de masse. Élise elle-même se tenait parfaitement immobile, les mains jointes lâchement devant elle. Elle soutint le regard de Damien Legrand, refusant d'être la première à baisser les yeux. À cet instant, elle n'était plus une serveuse. Elle était son égale. Non, elle était plus. Elle s'était emparée d'un pouvoir qu'il ne savait pas qu'elle possédait. Ce fut Legrand qui rompit le charme. Il se pencha en avant, sa voix s'abaissant à un grondement bas et dangereux qui n'était destiné qu'à elle. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Sa voix était un fil de rasoir. Il réaffirmait sa domination, essayant de reprendre le contrôle du récit, de la pièce. Élise ne broncha pas. « Je crois que vous m'avez entendu clairement, monsieur, » répondit-elle, sa voix toujours calme, toujours ferme. Elle fit un léger, presque imperceptible signe de tête. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mon directeur semble être en grande détresse. » Sans attendre de réponse, elle se tourna avec une dignité tranquille et se dirigea directement vers Monsieur Durand pétrifié, laissant Legrand fixer son dos qui s'éloignait. C'était le coup de maître ultime. Elle avait porté le coup puis l'avait congédié, le laissant se débattre avec les éclats. « Élise, dans mon bureau, maintenant !» siffla Durand, lui attrapant le bras et la traînant pratiquement vers les portes de la cuisine. Alors qu'il disparaissait, le sortilège qui pesait sur le restaurant se rompit. Une vague de chuchotements frénétiques et étouffés éclata. Qu'a-t-elle dit? Vous avez entendu ça? Son père? Damien Legrand frappa sa main sur la table, pas assez fort pour être vraiment violent, mais assez fort pour faire taire la salle une fois de plus. Le son fut un coup de tonnerre de pure rage. Faites venir le directeur, lança-t-il à Kevin, le visage un masque sombre de fureur. Pendant ce temps, dans le bureau exigu et encombré derrière la cuisine animée, Monsieur Durand tournait en rond comme un animal en cage. « Vous êtes folle !» cria-t-il, la voix brisée. « Avez-vous la moindre idée de qui c'est? C'est Damien Legrand. Il pourrait acheter ce restaurant demain matin juste pour avoir le plaisir de nous virer tous, en commençant par moi et en finissant par vous. Il pourrait détruire ma vie d'un seul coup de fil. » Élise se tenait près de la porte, son sang-froid commençant à s'effriter maintenant qu'elle était hors de la vue du public. Un fin tremblement parcourut ses mains. « Il m'a insulté, Monsieur Durand. Il a insulté ma région, mon héritage. »« Je me fiche qu'il ait insulté votre sainte grand-mère, » rétorqua Durand, le visage rouge. « Votre travail, c'est de sourire et d'encaisser. C'est le contrat. Nous servons. Ils paient. Nous sommes invisibles. Ils sont des dieux. Vous connaissez les règles, Élise. Il y a des choses qui ne font pas partie du contrat, » dit-elle, sa voix retrouvant sa force. « La dignité n'est pas au menu. La dignité ne paie pas le loyer, » hurla-t-il. « Prenez vos affaires. Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires dans votre casier et sortez. Je ne veux pas voir votre visage quand il reviendra ici. » Élise sentit un nœud froid de terreur se former dans son estomac. Le paiement des frais de scolarité était dû dans 2 semaines. Ce travail, cette cage dorée, était sa bouée de sauvetage. Mais alors même que la peur la submergeait, elle fut suivie d'un étrange sentiment de paix. Elle s'était défendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas avalé le poison. « Très bien, » dit-elle doucement. Avant que Durand ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Damien Legrand se tenait là, sa stature d'1,90 m remplissant l'embrasure de la porte, sa présence dégageant une énergie palpable et menaçante. Ses 2 associés planaient derrière lui comme des vautours. Il ignora complètement Durand, ses yeux glacials se fixant sur Élise. « Vous n'allez nulle part, » dit-il, la voix dangereusement basse. « Nous devons parler. » Il tourna légèrement la tête, reconnaissant enfin le directeur. « Sortez. » Ce n'était pas une demande. Monsieur Durand, bien qu'étant dans son propre bureau, se faufila dehors sans un mot,
manquant de trébucher sur une pile de carnets de reçus. La porte se referma avec un déclic, laissant Élise seule dans la petite pièce avec Damien Legrand et ses hommes de main silencieux. Le petit bureau sembla soudainement manquer d'air, claustrophobe. Les bruits de la cuisine, le cliquetis des casseroles, les cris des chefs, étaient étouffés, lointains. Legrand fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir l'eau de Cologne chère et subtile qu'il portait, un parfum de bois de santal et quelque chose de froid, comme l'ozone après un éclair. « Je vais vous le demander une dernière fois, » dit-il, articulant chaque mot avec une précision venimeuse. « Comment connaissez-vous mon père ?» Le nom d'Antoine Legrand était un nom sacré dans le monde de Damien. Antoine avait été l'opposé de son fils. C'était un ingénieur brillant, un homme d'une intégrité tranquille qui avait bâti une petite mais respectée entreprise de fabrication à partir de rien. Il croyait en l'artisanat de qualité et en la loyauté envers ses employés. Il était décédé il y a 2 ans, laissant derrière lui un héritage d'honneur que Damien à la fois vénérait et détestait. Il avait passé toute sa vie à essayer d'échapper à la longue ombre de son père en construisant un empire si vaste et si brutal qu'il éclipserait la douce lumière d'Antoine. Élise regarda le visage de l'homme qui avait hérité des traits d'Antoine, mais d'aucune de sa grâce. Elle vit le chagrin profond et non résolu et la colère qui bouillonnait sous la surface. « Je le connaissais, » dit-elle simplement. « C'était un homme bon. »« Ne jouez pas avec moi, » claqua Legrand, son contrôle se brisant. Mon père était un homme discret. Il ne passait pas son temps avec des serveuses. Le mot était une autre insulte, crachée de ses lèvres avec dégoût. Il essayait de la remettre dans sa boîte, de rétablir la hiérarchie. Peut-être était-il meilleur juge de caractère que vous, rétorqua Élise, le feu revenant en elle. Peut-être préférait-il la compagnie des gens qui créent des choses à ceux qui ne savent que détruire. La pique atteignit sa cible. Damien recula comme s'il avait été giflé. Il la fixa, une tempête d'émotions traversant son visage. Rage, incrédulité, et une parcelle de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la question brute et sincère cette fois. Élise leva le menton. La peur avait disparu, remplacée par un sentiment de certitude profonde et lasse. Le secret qu'elle avait gardé pendant 2 ans, la promesse qu'elle avait faite, était sur le point d'être rompue. Mais il ne lui avait pas laissé le choix. « Je m'appelle Élise Dubois, » dit-elle. « Et votre père, monsieur Legrand, était mon mécène. Il a découvert mon travail alors que je restaurais une fresque endommagée dans une petite chapelle près de Gordes. Il a qualifié mon talent de don. Il a payé mes études ici, à Paris. Il disait que j'avais des mains d'artiste, pas de servante. » Elle laissa les mots s'imprégner. Chacun était un coup de pinceau soigneux et délibéré, peignant une image qui ébranlait le monde de Damien Legrand jusqu'à ses fondations. Il la regarda non plus comme une serveuse, mais comme un fantôme du passé de son père, une énigme qu'il ne pouvait comprendre. « Vous mentez » siffla-t-il. Mais l'accusation manquait de conviction. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de relier les points. Les fréquents voyages de son père en Provence dans ces dernières années, voyages qu'il avait considérés comme des pèlerinages sentimentaux. Les retraits de ses comptes personnels que ses comptables n'avaient jamais pu expliquer entièrement. « Vraiment » répondit Élise, plongeant la main dans le petit sac qu'on lui avait permis de garder dans le bureau. Elle en sortit un portefeuille en cuir usé. De celui-ci, elle extrayait soigneusement un morceau de papier plié et jauni, une lettre. Elle la déplia et la lui tendit. « Il m'a écrit 1 semaine avant de mourir, » dit-elle. « Je pense que vous reconnaîtrez l'écriture. » Damien Legrand fixa la lettre comme si c'était un serpent venimeux. Lentement, avec hésitation, sa main se tendit et la prit. Ses doigts, qui pouvaient sceller le destin de milliers d'employés d'un trait de plume, tremblaient légèrement en se refermant sur le papier. L'air dans le petit bureau était lourd de l'histoire tacite contenue dans la simple feuille de papier que Damien Legrand tenait maintenant. La lettre était écrite sur le papier à lettres personnelles de son père, le lourd papier de couleur crème gaufrée d'un simple AL. L'écriture était indubitable, la cursive élégante et légèrement inclinée d'Antoine Legrand, une écriture aussi précise et délibérée que l'homme lui-même. Les yeux de Damien parcoururent les premières lignes, son expression passant d'un scepticisme furieux à une incrédulité stupéfaite. « Ma très chère Élise, l'air de la ville ne me réussit pas, mais la pensée de vos progrès m'apporte une chaleur que mes vieux os n'ont pas ressentie depuis longtemps. J'ai vu les photographies de votre travail sur l'étude de Titien. Vous n'avez pas seulement restauré le pigment, vous avez restauré son âme. Vous voyez la lumière derrière la peinture. C'est un don rare, un don que je suis humble de pouvoir nourrir. » Il continua à lire, son visage pâlissant à chaque mot. La lettre était profondément personnelle, remplie d'encouragement, de conseils artistiques et d'affection paternelle. Elle parlait de leur amour partagé pour les maîtres de la Renaissance,
de la croyance d'Antoine en son intégrité sans faille, et de son espoir qu'elle dirigerait un jour le département de conservation d'un grand musée. C'était une lettre remplie d'une fierté et d'une tendresse que Damien lui-même avait rarement reçue. Le dernier paragraphe fut celui qui arrêta son cœur. Je m'inquiète pour Damien. Il a bâti un empire de verre et d'acier, mais je crains que ses propres fondations ne soient faites de sable. Il poursuit des ombres, les croyant être la substance. Il confond la peur avec le respect. Mon plus grand regret est de n'avoir pu lui apprendre que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il acquiert, mais à ce qu'il crée et protège. En vous, Élise, je vois l'esprit de création que j'ai souhaité pour mon propre fils. Portez-vous bien, mon enfant. Continuez à rendre le monde plus beau. Bien à vous, Antoine. Damien termina la lettre et resta immobile, le papier pendant de ses doigts. Les mots étaient un jugement posthume de la part du seul homme dont l'opinion comptait encore pour lui. Il ressentit un vertige étourdissant, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pendant tout ce temps, son père, qu'il croyait passer ses dernières années dans une retraite tranquille, avait été le mentor d'une remplaçante, un projet secret, une fille artistique qui incarnait tout ce qu'il n'était pas. La rage revint, mais cette fois, elle était différente. C'était la rage chaude et désespérée de la trahison. Il se sentait comme un imbécile. Un mécène, dit-il, le mot ayant un goût d'acide. Il froissa la lettre dans son poing. Alors vous étiez son petit projet, un cas de charité qu'il a ramassé en Provence. Combien avez-vous tiré de lui? Combien mon père vous a-t-il payé pour écouter ses divagations sentimentales? Il se déchaînait, essayant de la blesser, de diminuer l'importance de la lettre, de la redéfinir comme une vulgaire profiteuse. Élise regarda la lettre qu'elle chérissait être écrasée dans sa main, et sa propre colère monta pour rencontrer la sienne. « Il a payé mes frais de scolarité, » dit-elle, la voix tremblante d'une fureur contenue. « Et il m'a donné quelque chose que vous ne comprendriez clairement pas, son respect. Votre père ne me voyait pas comme un cas de charité, monsieur le grand. Il me voyait comme une artiste. Il me parlait de pigments et de coups de pinceau, d'histoire et de beauté. Vous a-t-il déjà parlé d'autre chose que des marges de profit et des cours de la bourse? » Sa question était un poignard visant avec précision le cœur de son insécurité de toujours. Il avait toujours su, au fond de lui, que son père considérait son empire financier avec une sorte de triste dédain. Antoine Legrand n'avait assisté qu'à un seul des galas de célébration de Damien. Il avait traversé les salles de marbre étincelant du siège de Legrand Holdings, regardé les traders frénétiques et les graphiques de profits exorbitants, et avait dit tranquillement « C'est très bruyant, tout ça, mon fils », avant de partir tôt. « Vous ne savez rien de mon père », gronda Damien, faisant un pas menaçant vers elle. « Je sais que c'était un homme qui croyait en la construction de choses durables », rétorqua Élise, intrépide. Et il était navré que son propre fils ne sache que les démolir. La vérité brute de ses paroles le réduisit au silence plus efficacement que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Il la fixa, l'esprit en ébullition. Cette serveuse, cette fille, avec l'étrange accent mélodieux qu'il avait raillé, détenait un morceau de l'âme de son père auquel il n'avait jamais eu accès. Elle était un témoignage vivant de son propre échec aux yeux de son père. Soudain, le bureau du restaurant sembla trop petit, trop confiné. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de retourner dans son propre monde, où il était en contrôle. Sylvain, aboya-t-il, sans quitter Élise des yeux. L'un des hommes derrière lui, son chef de la sécurité, s'avança. « Je veux tout savoir sur elle. Élise Dubois. Où elle vit, où elle étudie, qui sont ses amis, ce qu'elle a mangé au petit-déjeuner ce matin. Je veux savoir si elle a une carte de bibliothèque. Je veux tout savoir. Utilisez toutes les ressources nécessaires. »« Oui, monsieur, » dit Sylvain, sa voix plate et professionnelle. Damien tourna son regard furieux vers Élise. « Ce n'est pas fini, » promit-il, sa voix une menace sourde. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous venez de mettre les pieds. » Il tourna sur les talons et sortit en trompe du bureau, ses deux associés le suivant comme des poissons pilotes après un requin. Il n'adressa pas un mot à M. Durand, n'accorda pas un regard au personnel ou aux clients ébahis. Il sortit de l'orangerie, laissant derrière lui un silence brisé, une lettre froissée et un monde de chaos. Élise laissa enfin échapper le souffle qu'elle avait retenu. Ses jambes semblaient faibles, et elle s'appuya contre le classeur pour se soutenir. Monsieur Durand passa prudemment la tête dans le bureau. « Élise, je ne sais pas quoi dire. »« Vous pouvez commencer par me dire si j'ai encore un travail, » dit-elle avec lassitude. Durand regarda la porte vide par laquelle un milliardaire venait de sortir en tempête, puis la jeune femme qui avait provoqué l'ouragan. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi une force qu'il n'avait jamais reconnue auparavant. Il possédait également un instinct aigu de conservation. Damien Legrand lui avait dit « Vous n'allez nulle part.
La renvoyer maintenant semblait une proposition bien plus dangereuse que de la garder. Juste, finissez simplement votre service, Dubois, marmonna-t-il, déconcerté. Et essayez de ne plus déclencher d'incidents internationaux. Les jours suivants furent un étrange purgatoire pour Élise. Elle allait à ses cours à l'école du Louvre, ses mains stables alors qu'elle travaillait sur son projet actuel, la restauration d'un portrait du XVIIe siècle endommagé par la fumée. Mais son esprit était ailleurs. Elle avait le sentiment constant d'être observée. Une berline noire était souvent garée de l'autre côté de la rue de son immeuble, dans le 13e arrondissement. Parfois, elle voyait un homme en costume quelconque à quelques tables de distance au café où elle étudiait. La surveillance n'était pas subtile. Legrand voulait qu'elle sache qu'il creusait. Il voulait qu'elle ait peur. Elle se confia à sa colocataire et meilleure amie Chloé, une étudiante en danse énergique et farouchement loyale. « Un milliardaire te harcèle parce que tu connaissais son père ?» demanda Chloé, les yeux écarquillés, alors qu'elles étaient assises dans leur petit salon encombré qui sentait perpétuellement la térébenthine et la colophane. Élise, c'est soit l'intrigue d'une comédie romantique nulle, soit celle d'un thriller terrifiant. Pour l'instant, ça ressemble plus au thriller, admit Élise, enroulant ses mains autour d'une tasse de tisane. Il m'a regardé comme s'il voulait m'effacer de la surface de la terre. Mais pourquoi? Parce que son père t'appréciait. C'est insensé. Ce n'est pas comme si tu étais son amante secrète. Non, rien de tout ça, dit rapidement Élise. Antoine. Il était comme le grand-père que j'ai perdu. Il a vu une âme sœur. Avec Damien, ce n'est pas une question de jalousie pour une femme. C'est une question d'héritage. Je pense que l'approbation de son père à mon égard lui semble être une désapprobation de lui-même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Chloé. Que puis-je faire? Soupira Élise. Je vais au travail. Je vais à l'école. Et j'attends que le couperet tombe. Le couperet tomba 3 jours plus tard. Ce ne fut pas l'explosion conflictuelle à laquelle elle s'attendait, mais quelque chose de bien plus glaçant et calculé. Elle quittait la bibliothèque de l'école quand un homme en costume parfaitement taillé se plaça devant elle. Ce n'était pas l'un des hommes du restaurant. Celui-ci était plus âgé, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants et intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Il portait une mallette en cuir. « Mademoiselle Élise Dubois ?» demanda-t-il, la voix calme et polie. Élise se tendit. « C'est de la part de qui ?»« Je m'appelle Maître Bernard. J'étais l'avocat personnel d'Antoine Legrand et l'exécuteur testamentaire de sa succession, » dit-il. « Je crois que nous devons parler. Monsieur Damien Legrand m'a contacté hier. Il a des questions et, d'après ce qu'il m'a dit, un événement a été déclenché que je suis légalement obligé d'aborder avec vous. » Les mots de l'homme étaient précis, formels et absolument terrifiants. « Un événement déclenché ?» répéta Élise, son cœur commençant à marteler contre ses côtes. « De quoi parlez-vous » Maître Bernard lui adressa un petit sourire compatissant. « C'est compliqué, mademoiselle Dubois. Il est préférable que nous en discutions dans un endroit privé. Cela concerne le dernier testament d'Antoine Legrand. Plus précisément, un codicille plutôt inhabituel, ajouté un mois avant son décès. Un codicille qui vous concerne directement. » Maître Bernard suggéra un café tranquille à quelques rues de l'école. C'était un vieil établissement avec des boiseries sombres et l'odeur réconfortante des grains de café et des vieux livres. Le cadre était calme, mais l'esprit d'Élise était un maelstrom. Un codicille. Un événement qui avait été déclenché. Les termes juridiques sonnaient sinistres, finaux. Ils s'assirent dans une alcôve d'isolé au fond. Bernard commanda 2 cafés noirs et attendit que le serveur soit parti avant d'ouvrir sa mallette. Il était l'incarnation de l'avocat de la vieille école, délibéré, discret et dégageant une aura d'autorité sobre. « Mademoiselle Dubois, » commença-t-il à voix basse. « Tout d'abord, permettez-moi de dire qu'Antoine parlait souvent de vous, et avec une énorme affection. Il vous considérait comme l'une des plus vives lumières à être entrée dans sa vie au cours de ces dernières années. Il serait profondément affligé de connaître les circonstances de votre rencontre avec son fils. Monsieur Legrand a été désagréable, dit Élise, un euphémisme colossal. Damien peut être plus que désagréable, corrigea doucement Bernard. Il peut être cruel. Antoine le savait. C'était, comme il me l'a dit un jour, son plus grand chagrin. Il aimait son fils, mais il n'était pas aveugle à ses défauts. Ce qui nous amène au sujet qui nous préoccupe. De sa mallette, il sortit un document épais relié dans une chemise bleue. Il le posa sur la table entre eux. Ceci est une copie du testament d'Antoine. La majeure partie est simple. Ses effets personnels, ses propriétés, ses fondations caritatives. Le gros de ses liquidités est allé à Damien, bien sûr.
Mais l'actif le plus précieux d'Antoine n'était pas son argent. Bernard marqua une pause, laissant la déclaration en suspens. L'actif fondamental d'Antoine était sa participation majoritaire de 35% dans Legrand Industrie, l'entreprise originale qu'il a bâtie à partir de rien. C'était son héritage. Elle a depuis été absorbée par le conglomérat plus large de Legrand Holdings, mais ce bloc d'actions reste une entité distincte et puissante. Il confère un siège au conseil d'administration et un pouvoir de veto effectif sur toutes les décisions stratégiques majeures de l'ensemble de la société mère. C'est le fondement de l'empire de Damien. Élise écoutait, confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tout, dit Bernard, ses yeux se fixant sur les siens. Antoine n'a pas laissé cette participation de 35% à Damien. Pas directement. Il ouvrit le dossier et le tourna pour qu'elle puisse voir. Il désigna une section intitulée « Codicie l'addendum 7b, la fiducie clé de voûte ». Antoine a placé l'intégralité de sa participation de 35% dans une fiducie privée et scellée, expliqua Bernard, sa voix égale. Il m'a désigné comme fiduciaire. Les termes de la fiducie étaient explicites et inhabituels. Damien devait conserver le contrôle des votes des actions et en recevoir les dividendes à une condition, qu'il mène sa vie et ses affaires d'une manière qui ne déshonorerait pas le nom de la famille Legrand. Déshonorerait, murmura Élise. Antoine l'a défini très spécifiquement, poursuivit Bernard, une expression sombre sur le visage. Il l'a appelée la clause morale. La fiducie resterait en vigueur à moins que Damien ne commette un acte public de cruauté gratuite, d'arrogance ou de déshonneur qui profanerait les principes d'intégrité et de respect sur lesquels Antoine avait bâti son nom. Si un tel acte devait se produire et être vérifié par moi en tant que fiduciaire. Il prit une profonde inspiration. Dans ce cas, la fiducie serait immédiatement dissoute. Le statut de bénéficiaire serait transféré et l'intégralité de la participation majoritaire de 35% dans Legrand Industrie, ainsi que le siège au conseil d'administration et tout son pouvoir, passerait irrévocablement à une nouvelle partie. Bernard la regarda, son expression un mélange de devoir légal et de profonde sympathie. La nouvelle bénéficiaire, mademoiselle Dubois, c'est vous. Élise le dévisagea. Les mots n'avaient aucun sens. C'étaient juste des sons, déconnectés de la réalité. C'était comme s'il parlait une langue étrangère. Le bourdonnement du café, le tintement d'une tasse au loin, l'odeur de café. Tout semblait se déformer et se tordre. Moi, réussit-elle finalement à dire, sa voix un faible écho. C'est impossible. Pourquoi? Je le connaissais à peine depuis 2 ans. Pourquoi ferait-il ça? Parce que vous n'étiez pas seulement sa protégée, dit doucement Bernard. Vous êtes devenu son espoir. Il a vu en vous les valeurs qu'il n'avait pas réussi à inculquer à son fils. L'intégrité, l'humilité, le respect de l'héritage. Il n'a pas créé ce codicille pour punir Damien. Il l'a créé comme un garde-fou, un fil-piège moral. Il espérait qu'il ne serait jamais déclenché. Il espérait que Damien, en son absence, deviendrait enfin l'homme qu'il était censé être. Il a mis en place un test, en priant pour que son fils le réussisse. Élise sentit une vague de nausée. Et l'incident au restaurant était l'événement déclencheur. Confirmé, dit Bernard. L'humiliation publique que Damien vous a infligée sans autre raison que sa propre arrogance était une violation de la clause morale comme dans un manuel. Mais j'avais besoin d'une vérification. Je suis avocat, après tout. J'exige des preuves. Alors, comment avez-vous? Une de mes vieilles amies, Madame de la Roche, dînait par hasard à l'orangerie ce soir-là, dit Bernard avec un léger sourire ironique. C'est une commère notoire, mais d'une honnêteté irréprochable. Elle a été consternée par le comportement de Monsieur Legrand et par votre remarquable réponse. Elle a appelé ma femme le lendemain matin pour lui raconter l'histoire. Lorsque Damien lui-même m'a appelé hier, rempli de rage et exigeant de savoir qui était l'artiste provençal secrète de son père, il a involontairement fourni la confirmation finale dont j'avais besoin. L'esprit d'Élise tournait à plein régime. L'insulte, les 10 mots, la confrontation. Ce n'était pas seulement un moment de drame personnel. C'était la clé tournant dans une serrure dont elle ignorait l'existence. Antoine Legrand n'avait pas été seulement son mécène. À sa manière étrange et posthume, il avait fait d'elle sa championne. Il l'avait armée d'un pouvoir qu'elle pouvait à peine comprendre, le pouvoir de mettre Damien Legrand à genoux. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Maintenant, j'exécute le testament, dit simplement Bernard. J'ai déjà déposé les documents préliminaires auprès du conseil d'administration. Une réunion a été convoquée pour vendredi matin. Damien a été notifié. À partir de vendredi, vous, mademoiselle Élise Dubois,
serait la plus grande actionnaire de Legrand Industries et membre du conseil d'administration de Legrand Holdings. La réalité de la situation la frappa de plein fouet. L'étudiante en art, la serveuse, l'immigré de l'intérieur économisant pour ses études, était sur le point de devenir l'un des acteurs les plus puissants d'une société de plusieurs milliards d'euros dirigée par l'homme qui avait tenté de briser son esprit. Je n'en veux pas, balbutia-t-elle en secouant la tête. La pensée était terrifiante. Je suis une restauratrice d'art, pas une femme d'affaires. Je ne connais rien au capital investissement ou aux OPA hostiles. Antoine le savait, dit Bernard. Il a écrit dans une note privée à mon intention qu'il ne s'attendait pas à ce que vous dirigiez l'entreprise. Il s'attendait à ce que vous en soyez la conscience. Il faisait confiance à votre caractère, pas à votre sens des affaires. Il se pencha en avant, son expression sérieuse. Mademoiselle Dubois, Damien est au courant. Il sait ce qu'il a perdu et au profit de qui. Ce n'est pas un homme qui accepte la défaite. Il est acculé, et un prédateur acculé est au plus haut point de sa dangerosité. Vous devez être prête. Les mots de Bernard résonnaient encore à ses oreilles lorsque son téléphone vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Le numéro était masqué. Un sentiment froid de terreur l'envahit. Elle savait qui c'était. D'une main tremblante, elle répondit. « Allô ?» Il y eut un silence un instant, puis la voix basse et rocailleuse qu'elle connaissait si bien maintenant. Elle était dépouillée de son arrogance habituelle, remplacée par un calme glacial et mortel. « Mon bureau. Dans 1 heure, dit Damien Legrand. Nous avons des choses à nous dire. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Le siège de Legrand Holdings était un monument au modernisme brutaliste, un gratte-ciel de verre noir et d'acier qui poignardait le ciel de la Défense, projetant une longue ombre sur les bâtiments plus anciens et plus gracieux de Paris. C'était une manifestation physique de toute la philosophie de Damien Legrand, écraser, dominer et occulter le soleil. Élise ne s'était jamais sentie aussi petite. Vêtue de ses meilleurs habits, une simple robe noire et un blazer qu'elle avait acheté pour des entretiens de bourse, elle traversa le hall d'entrée caverneux en marbre. L'air était frais et sentait l'argent et l'ambition. Des hommes et des femmes en costumes impeccables se déplaçaient avec une rapidité prédatrice, leurs visages sombres et concentrés. Personne ne souriait. Sylvain, le chef de la sécurité silencieux du restaurant, l'attendait près de la batterie d'ascenseur. Il ne parla pas, hocha simplement la tête et lui fit signe d'entrer dans un ascenseur privé. La montée vers l'étage du Penthouse fut silencieuse et rapide. Ses oreilles se bouchèrent pendant l'ascension. C'était comme un voyage vers un autre monde, un Olympe froid et sans air où les dieux du capital rendaient leur jugement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le bureau de Damien Legrand. La pièce était immense, avec des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique, divine, sur la ville en contrebas. Le mobilier était austère, moderne et d'un coût exorbitant. Il n'y avait pas d'art sur les murs, seulement une série de couvertures de magazines encadrées avec le visage de Damien. Les Échos, le Figaro Économie, Challenge. C'étaient ses trophées. Damien n'était pas assis derrière son énorme bureau en obsidienne. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, regardant la ville qu'il possédait. Il était en manche de chemise, sa veste de costume jetée sur une chaise. Pour la première fois, il ressemblait moins à un titan intouchable qu'à un homme qui venait de recevoir la pire nouvelle de sa vie. Il ne se retourna pas quand elle entra. Il parla à son reflet dans la vitre. « Mon père était un maître du jeu, » dit-il, sa voix plate, dénuée d'émotion. Les échecs étaient son jeu préféré. Il avait toujours 3 coups d'avance. Il semblerait qu'il continuait à jouer, même d'outre-tombe. Il se retourna lentement. La rage avait disparu. Le mépris avait disparu. Ses yeux, qu'elle se rappelait comme des éclats de glace, étaient maintenant sombres et turbulents comme une mer en furie. Il avait l'air épuisé. « Une clause morale, » dit-il, le coin de sa bouche se tordant en un sourire amer et sans joie. « Bien sûr. C'est tout à fait Antoine Legrand. Il me construit un trône, puis cache une trappe en dessous, avec une corde dans les mains d'une étrangère. » Il désigna l'une des 2 chaises devant son bureau. « Asseyez-vous. » Élise s'assit, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Elle se sentait étrangement calme. La peur avait reculé, remplacée par un lourd sentiment de destinée, d'une histoire atteignant sa conclusion inévitable. « Que voulez-vous » demanda-t-il, la voix rauque. La question n'était pas une accusation, mais une véritable interrogation. « C'est de l'argent ? Donnez votre prix. Je vous rachèterai les actions. Je vous mettrai à l'abri pour le reste de votre vie, de 10 vies. Vous n'aurez plus jamais à travailler. Vous pourrez avoir votre propre fondation d'art, votre propre musée. Donnez juste le chiffre. » Il était de retour en terrain connu.
La négociation. Chaque problème pouvait être résolu avec de l'argent. Chaque personne avait un prix. Élise regarda cet homme puissant et brisé et ressentit une surprenante lueur de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Il ne comprenait vraiment pas, il n'a jamais été question d'argent, monsieur Legrand, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ni pour moi, ni pour votre père. Ne me dites pas de quoi il était question pour mon père. Claqua-t-il, un éclair de l'ancienne colère revenant. C'était un hypocrite. Un homme qui prêchait l'intégrité tout en tendant un piège à son propre fils pour qu'il échoue. Il a mis un pistolet dans votre main et l'a pointé sur ma tête. Il ne m'a pas donné de pistolet, rétorqua Élise en se penchant légèrement en avant. Il m'a donné un miroir, et il l'a pointé sur vous. Damien la fixa, les mots s'imprégnant. Il se dirigea vers son bureau et s'effondra dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant pour la première fois. Il avait l'air vaincu. « Pourquoi vous » demanda-t-il à nouveau, la question qui le hantait. De toutes les personnes au monde, pourquoi une serveuse de Provence? Peut-être parce que je ne voulais rien de lui, dit-elle simplement. J'admirais son esprit et son âme, pas son compte en banque. Nous parlions d'art, de beauté, de choses qui durent. Il m'a dit une fois que restaurer un tableau était un acte de foi. Il faut croire que la beauté originelle est toujours là, sous la crasse et les fissures. Il faut juste avoir la patience de la trouver. Elle marqua une pause, laissant la métaphore s'installer dans l'air entre eux. Je pense qu'il a toujours eu la foi que l'homme qu'il voulait que vous soyez était toujours là, quelque part, en dessous de tout ça, dit-elle en faisant un geste vague vers le bureau opulent, la ville en contrebas, l'empire qu'il avait bâti. Un lourd silence remplit la pièce, rompu seulement par le faible bourdonnement de la ville. Damien Legrand, le raideur d'entreprise impitoyable, l'homme qui ne perdait jamais, regarda ses mains sur le bureau en obsidienne. Il paraissait petit. Il m'a laissé une lettre, dit Damien tranquillement, sa voix chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Bernard me l'a donnée ce matin. Elle ne devait être ouverte que dans le cas où le codicille serait déclenché. Il ne la regarda pas. Il parlait au fantôme de son père. Elle disait juste, maintenant, peut-être, tu écouteras. Le cœur d'Élise se serra pour lui, pour le garçon qui n'avait jamais réussi à plaire à son père et l'homme qui n'avait jamais pu lui pardonner. Alors, dit-il finalement en levant les yeux, son regard débarrassé de sa tempête, laissant derrière lui un vaste épuisement vide. Que se passe-t-il maintenant, mademoiselle Dubois? Vous détenez la clé de voûte. Vous la retirez, et toute l'arche s'effondre. Mon arche. C'est ce que vous voulez? Détruire ce que j'ai construit, exactement comme mon père l'avait prévu? C'était le moment de la décision. Le pouvoir était sien. Elle pouvait repartir avec une fortune. Elle pouvait se venger de l'humiliation, de l'arrogance. Elle pouvait le détruire, accomplissant le dernier pari désespéré d'Antoine. Ou elle pouvait faire ce qu'elle faisait de mieux. Elle pouvait restaurer. Non, dit-elle. Je ne suis pas dans le secteur de la destruction. Elle se leva et se dirigea vers la grande fenêtre, regardant la ville tentaculaire. Je ne veux pas de votre entreprise, monsieur Legrand. Je ne veux pas de votre argent, et je ne veux pas de vengeance. Elle se retourna pour lui faire face. Mais je ne vous rendrai pas les actions. Elles ne m'ont pas été données en cadeau. C'était une responsabilité. Elle prit une profonde inspiration. Voici mon offre. La participation de 35% sera placée dans une nouvelle fondation, la Fondation Antoine Legrand pour les Arts. Sa mission sera de financer l'éducation et de fournir des bourses à de jeunes artistes et conservateurs, des gens comme moi, du monde entier. Ce sera son véritable héritage. Damien la fixa, sans voix. La fondation conservera le siège au conseil d'administration, poursuivit-elle, sa voix gagnant en force, la voix d'une femme qui avait trouvé son pouvoir. Et j'en serai la présidente. Mais je ne le ferai pas seule. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous siégerez au conseil d'administration avec moi. Vous m'aiderez à la diriger. Vous apporterez votre expertise commerciale non pas pour démanteler des actifs, mais pour construire un héritage de création et de mécénat, celui que votre père a toujours voulu. Vous apprendrez à mesurer la valeur en coups de pinceau et en toile, pas seulement en euros. Vous m'aiderez à rendre le monde plus beau. C'était une proposition audacieuse, un ultimatum né non pas de la cupidité mais de la grâce. Elle ne lui enlevait pas son pouvoir. Elle le forçait à l'utiliser différemment. Elle ne lui offrait pas la destruction, mais un chemin vers la rédemption. Pendant un long moment, Damien Legrand ne dit rien. Il regarda simplement cette femme incroyable qui avait résisté à sa tempête et y avait répondu avec un phare. Il vit la force que son père avait vue. Il vit l'intégrité. Il vit la chance, peut-être la dernière qu'il aurait jamais, d'enfin écouter.
Un lent hochement de tête fut sa première réponse. Puis il parla, sa voix calme, humble, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, complètement sincère. « D'accord, dit-il. D'accord, Élise. » Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle. Une histoire de restauration. Pas seulement de vieux tableaux, mais de l'honneur d'une famille, de l'espoir d'un père et de l'âme d'un fils. Tout cela parce qu'un milliardaire avait insulté une serveuse. Et qu'elle avait répondu avec 10 mots qui avaient fait s'écrouler les murs de son royaume, seulement pour lui montrer comment les reconstruire sur des fondations plus solides. Et ainsi, une bataille qui avait commencé par une insulte cruelle dans un restaurant haut de gamme ne s'est pas terminée par la destruction, mais par la création. C'est un puissant rappel que nos paroles ont des conséquences que nous ne pouvons absolument pas prévoir. Et que la vraie force ne consiste pas à savoir jusqu'où l'on peut grimper, mais comment l'on traite les gens que l'on rencontre en chemin. Damien le Grand l'a appris à ses dépens. Mais en perdant le contrôle de son empire, il a gagné une chance de retrouver son humanité. La serveuse qu'il a tenté d'humilier est devenue l'architecte de sa rédemption. Qu'avez-vous pensé de la décision finale d'Élise? Était-ce la justice? Était-ce la miséricorde? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui apprécie une histoire de force tranquille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle qui prouvent que la vérité est souvent plus incroyable que la fiction. Merci de votre écoute.